Je suis pas un animateur radio, donc si vous vous sentez la foi d'être plus enthousiaste que moi pour que ce soit dynamique, je vous en prie, faites donc. Bonsoir à tous et merci de me rejoindre pour cette table ronde virtuelle où on va parler d'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers de tatoueurs. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Poinsignon, moi je suis tatoueur, un tatoueur qui aime bien se poser des questions et qui aime bien les partager avec mes confrères et mes clients. Au-dessus de moi, on a Julia Pagneux, donc, qui est l'étoile montante du tatouage réaliste couleur. Merci, merci Julia, merci de ta présence. Ici, on a, j'allais dire Blaise Pascal, on a Blaise Bavure, qui est un tatoueur graphique ornemental et qui a la spécificité d'être un ancien prof de philo et qui m'a récemment accompagné sur mon projet Le livre le plus marquant de ta vie. Merci de ta présence. Et enfin, on a donc Laël à côté de moi, l'architecte, gardien d'un certain patrimoine, et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de partager une discussion sur le noir dans notre milieu. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers de tatoueur, et j'ai donc 4 questions à vous poser. Vous pouvez répondre aux 4 questions. Vous pouvez poser d'autres questions. Vous pouvez dire non, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Nous n'avons aucune obligation. C'est-à-dire que cet enregistrement peut durer littéralement 4 minutes si vous décidez d'être des têtes de cochon. Et ça peut être beaucoup plus long si vous êtes inspiré. Aussi, petite précision, cette table ronde a lieu et existe pour une raison. Dans un mois, je donnerai une conférence à la convention Tattoo Légende, donc la convention du Luxembourg, dont Laël a dessiné l'affiche. C'est bien toi qui as dessiné l'affiche, hein, je dis pas de conneries. Non, c'était fait par IA. Ah, très bien. Il y a des affiches qui sont dessinées par IA pour des conventions, il y en a d'autres qui sont faites à la main. Est-ce qu'on est dans le Ouais. romantisme et on préfère que ce soit fait à la main quitte à ce que ce soit mauvais, ou est-ce qu'on accepte que certaines machines soient meilleures? Bref, on va en discuter ce soir. Ma première question est la suivante. Quels sont les outils dont vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui pour faire un bon tatouage? Honneur aux dames. Ok, ça marche. Alors, il y en a plusieurs déjà. Et le premier, c'est l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise Midjourney, du coup. Je pense que c'est le plus connu. Je l'utilise via Discord. Et du coup, je pars de cette base-là qui me permet d'avoir du coup une image de référence qui est proche de ce que j'ai en tête. C'est plus simple pour moi que de trouver une référence sur internet ou sur Pinterest ou voilà. Donc ça, c'est mon premier outil Midjourney. Ensuite, Photoshop, c'est mon deuxième outil et ensuite Procreate, heu, qui me sert pour dessiner mes stencils à la main. Voilà pour les outils heu, numériques. Après, après il y a la machine, tout ça, mais en tout cas, voilà, d'un point de vue digital, ce sont mes 3 outils principaux. Principaux ou vraiment indispensables? Est-ce que tu aurais la capacité de travailler sans un de ces outils aujourd'hui? Non, je pense que les 3 sont indispensables. Ok. Si quelqu'un d'autre veut poursuivre avec son process? Je veux bien, oui, je veux bien aller. Alors pour moi, ça va être très simple en fait. Si on parle vraiment d'outils qui sont absolument indispensables, j'en ai seulement deux. Un outil de création et un outil d'exécution. L'outil de création, c'est le feutre tout simplement parce que je fais énormément de freehand. Vu que mes pièces sont assez grandes, en fait, il faut qu'elles puissent, courir sur le corps et jouer avec le mouvement du corps, donc il n'est pas vraiment question en fait de faire du stencil et donc de dessiner en amont sur la tablette.
Donc en fait, un feutre, tout simplement. Alors on pourrait rajouter peut-être un petit peu d'alcool pour faire office de gomme et pouvoir redessiner par-dessus. Et l'outil d'exécution, qui est indispensable à tout tatouage, c'est évidemment la machine. Voilà, mais c'est assez simple. Et je n'utilise pas l'IA, même si je ne suis absolument pas du tout contre, si tant est qu'on définisse une utilisation intéressante. Mais alors, en fait, en préparation de cette table ronde, j'ai tenté. Alors, je suis pas allé sur Midjourney, je suis allé sur DALL-E et sur la troisième intelligence artificielle en libre accès du grand public. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je crois que c'est Stable Diffusion. C'est ça? Ouais, Stable Diffusion. Et j'ai essayé de faire quelques prompts pour forcer la machine à faire des tatouages qui pourraient ressembler à ce que moi je fais. Et en fait, je suis tout de suite tombé sur un os assez important, c'est que ce que je fais graphiquement, c'est plutôt niche. Et du coup, la machine n'a pas été nourrie par les données nécessaires pour pouvoir sortir quelque chose qui ressemble à mon travail. Contrairement à du réalisme, Julia, j'imagine que c'est beaucoup plus facile pour toi. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai fait le test en plus, moi aussi, en me disant peut-être que la machine aura les références de ce que j'ai déjà tatoué, même si ça fait pas longtemps que je tatoue. Et elle les a pas. Donc, enfin, en tout cas, elle est incapable de faire un projet avec enfin, en tout cas, dans le style que je fais, les prompts que je lui demande, même s'ils sont très précis, elle n'arrive pas à le faire, quoi. Voilà. Pour l'instant. Oui. Il y a quand même beaucoup plus de références d'images photoréalistes sur Internet que Ah oui, bah, ce que ça, c'est quelqu'un sûr. peut faire en tatouage de manière plus graphique et plus niche, il me semble. Oui, oui, complètement. Bah oui, le réalisme, c'est quand même plus. Ouais, c'est moins niche, quoi. Je pense que comparé à ton style, c'est vrai que c'est plus facile de trouver des références et ouais, à ce niveau-là, ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau du réalisme, Midjourney, il est pas encore au top d'un point de vue justesse. Il y a plein de choses qui sont pas forcément évidentes pour l'IA. Quand on lui demande de faire des mains, par exemple, il fait pas des mains avec 5 doigts, des fois il en fait avec 2 doigts. Pour les yeux, c'est pareil, il fait toujours des yeux, qui sont pas d'une justesse, réaliste. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même le style qui est le plus demandé par Midjourney à mon sens. Je peux intervenir? Oui. Je pense, Blaise, pour faire écho à ce que tu viens de dire, et tout de suite ouais, voilà. On atteint déjà certaines limites entre ce qu'on pense que la machine peut faire et ce qu'on pense qu'elle ne peut pas faire. Moi, j'ai fait un petit peu de réalisme avant, donc je comprends l'intérêt et je me suis posé la question de pourquoi le réalisme est aussi fascinant, pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et dans la requête pour créer une image réaliste, même s'il n'y a pas tout ce que tu voudras, Julia, n'empêche qu'il y a ce référentiel photographique qui est existant au-delà des domaines du tatouage, là où nous, Blaise, dans notre conception du trait sur le corps, euh, la production qu'on va avoir n'a pas raison d'exister sur du papier à plat. Euh, une ligne va être là en réponse à la morphologie, à la façon que la personne a de se tenir, à peut-être une cicatrice, un os saillant, tous ces trucs-là. Et ça, effectivement, la machine ne sait pas encore le visualiser, ou alors il faudrait qu'on rentre des scans 3D des personnes avec qui on travaille et qu'on lui demande de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est pas dit que ça n'arrive pas un jour. Si c'est juste une question de style, pour le coup, moi j'ai déjà fait l'expérience avec des clients qui sont venus avec une quinzaine d'images de mes boulots
Et pour aller plus vite, on a balancé les 15 images dans l'IA et on lui a demandé de produire une variation. Et on a eu une simulation qui était cohérente et qui tenait compte de certaines gimmicks, alors qu'on n'était pas sûr du réalisme. Donc je pense que il y a un vrai travail de prompt et une responsabilité, enfin une responsabilité. On a un pouvoir en nourrissant la machine de nos propres images aussi. Voilà. Maintenant, je veux bien. Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Oui, pardon, juste pour finir sur ça, la première limite de l'IA, en fait, de l'IA générative notamment, c'est quelles sont les données avec lesquelles tu la nourris, en fait, tout simplement. Est-ce que tu vas entraîner une IA par toi-même avec un cadre, avec des données que tu choisis, ou est-ce que c'est des données qui sont prises sur Internet et auquel cas quelque chose de plus spécifique aura beaucoup plus de mal à être généré à partir de ces données qui sont très généralistes. Je pense que c'est la première limite. Oui, est-ce que tu tapes dans le tronc commun ou est-ce que tu viens déjà avec tes images? Laëlle, du coup, quel est ton process? Quelles sont les images dont tu les images, pardon. Quels sont les outils dont tu ne peux pas te passer dans ton process de tatoueur? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que parfois le tatouage, c'est déjà un peu un outil en soi. C'est un peu un outil pour communiquer quelque chose qu'on a envie de communiquer. Donc en fait, j'ai pas l'impression d'être enfermé derrière quelques techniques. Bon, à part, c'est sûr que si on veut faire un tatouage à la fin, il va forcément falloir une aiguille, de l'encre et une machine. Mais je veux dire, ça m'arrive de faire du design, ça m'arrive de faire, je pense, comme vous, de la peinture. Donc en fait, j'ai pas l'impression de n'être qu'un tatoueur. Et partant de ce postulat, ça m'est déjà arrivé de me servir de journée parce que j'avais envie de voir un petit peu des références différentes de celles que je pouvais voir en boucle sur Pinterest. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, de toute façon, dans la mesure où c'est un outil, je trouve que tous les outils sont intéressants dépendant de la manière dont on les utilise. Cependant, j'ai l'impression d'être dépendant d'aucun outil. C'est-à-dire que je fais du freehand, beaucoup, hein, je fais des fois des villes en freehand, des trucs comme ça. Je pose des stencils, enfin, je me marre à me dire que des fois, je suis un peu un tatoueur 4x4 parce que quand je suis en guest ou des trucs comme ça, je me dis: «OK, bon, en fait, j'ai pas ça, bah, inventons une solution, quoi». Et parfois, c'est dans la contrainte qu'on devient créatif, donc au contraire, j'aime bien ne pas, j'aime bien être niche et justement ne pas avoir la solution toute préfaite. Après, là où je rejoins Julia, c'est, bah, c'est sûr que, le comment dire? Je pense que la photographie autour de nous, c'est peut-être le qui a été le plus abondamment abreuvé. Forcément, les intelligences artificielles, c'est ce dont elles se nourrissent le plus. Maintenant, si on a vraiment une idée arrêtée sur ce qu'on veut faire, ça va être tout aussi compliqué de trouver, une image, pour Julia que pour Valentin, quoi. Donc, je pense pas du tout que ce soit si que ça de trouver quelque chose de rapide sur une IA, quoi. Enfin, c'est pas une solution si si cheat code que ça, quoi, à mon avis. On est quand même tous d'accord que travailler sans dermographe, c'est compliqué. Un peu quand même. Est-ce que vous c'est pas une question que j'ai notée sur mon papier, mais est-ce que vous envisageriez votre production en faisant du handpoke, par exemple? Non. Pas Non, du moi tout. non plus. Moi non plus. C'est la Pour des question. raisons. Pour des Là encore, raisons de quoi, pardon? pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est uniquement des raisons de temps, quoi. Bien sûr. Je pense qu'on pourrait avoir le même, peut-être, hein, le même rendu au NPOC, mais voilà. C'est comme faucher un champ avec une faux alors qu'il y a une moissonneuse batteuse à côté, quoi. C'est Ouais, une question d'efficacité. Après, il y aura des romantiques qui te diront
que ça n'a pas la même saveur et l'intention n'est pas la même et le goût de l'effort, la temporalité, tout ça. Je me fais On va faire l'avocat un... du diable, hein, parce que c'est très rare que je fasse du NPOC où justement il faut que je sois avec quelqu'un d'extrêmement romantique qui a besoin de passer du temps pour faire son point. Merci. Euh, Ma deuxième question. Quelle est l'étape du processus de création ou de travail dont vous accepteriez d'avoir de l'aide ou même de sous-traiter, de façon à pouvoir creuser et approfondir d'autres points. Là, je vais vous donner un exemple avec un autre tatoueur. Récemment, j'ai eu une discussion suite à l'annonce de Bang Bang, ce gros salon à New York, qui a mis en place son tatoueur robot, qui permet de tatouer des petits tatouages très 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 minimalistes, très léchés, très précis, et où le tatoueur devient un opérateur. Et donc je parlais avec cet autre tatoueur qui me disait, moi ce truc-là, s'il se développe, euh, je m'occupe de faire ma composition en freehand sur mon client, et après je laisse la machine tatouer. Parce que le travail de tatouage est quelque chose d'assez usant, et il était assez décomplexé par rapport à ça. Même si on perd la promiscuité, on perd la camaraderie qu'on peut avoir avec le client dans cette espèce d'effort où on l'amène à se dépasser dans la douleur. N'empêche que nous, au bout d'un certain temps, on fatigue aussi. Du coup, je voudrais savoir si vous avez des étapes dans votre processus où vous accepteriez de déléguer à un apprenti, à une machine, à un programme, à une solution extérieure, externe de vous. Un peu comme un architecte qui, du coup, aurait des maçons et ça ne lui empêcherait pas de signer son bâtiment. Vas-y, Blaise. Ouais. Et ben moi je suis assez d'accord avec le tatoueur dont tu parles à New York. Je savais pas qu'il y avait déjà des robots qui pouvaient tatouer des petites choses. Mais si on sépare un tatouage en deux parties, disons une partie premièrement créative qui consiste à inventer, à élaborer le tatouage, le motif, le placement sur son corps, et ensuite une deuxième partie qui serait une partie d'exécution finalement, où une fois que le motif est créé, il suffit de le mettre dans la peau. Moi, je fais partie voilà, je fais vraiment partie des gens qui sont fondamentalement intéressés par la première partie, c'est-à-dire la partie inventive, la partie qui est purement artistique, puisque c'est ça finalement faire de l'art. Moi, je fais du tatouage pour faire de l'art, c'est-à-dire pour avoir l'occasion d'inventer des choses, de proposer des choses qui se voient pas ou qui se voient peu en tout cas, alors que l'exécution c'est un pur geste technique finalement. Et je dis pas du tout qu'il est secondaire, je dis simplement que il doit être subordonné à la création, à mon sens, dans le sens où être très bon technicien, ça n'a pas vraiment d'intérêt si, graphiquement parlant, on propose des choses qui sont en fait déjà vues et revues. Donc si il peut y avoir un très bon technicien robot qui peut prendre ma place sur cet aspect-là, je me verrais pas diminuer en tant qu'artiste, parce que pour moi l'essence de l'art c'est la création. Il n'y a pas d'art sans création en fait. Et ça c'est quelque chose qui se fait en amont. Il suffirait presque de l'imaginer et même pas besoin finalement de tracer les motifs sur le corps. Et c'est ce jeu-là qui m'intéresse moi. Donc je serais tout à fait partant pour me passer du côté exécutoire du tatouage, on pourrait dire. Julia, Laëlle, vous souhaitez rebondir? Ouais, je vais rebondir. Je suis d'accord avec toi pour la création. Je pense que, en tout cas de mon côté, l'aspect vraiment création de projet où il faut réfléchir à la composition, au choix des couleurs, des ombres, des lumières, etc. Je pense que c'est la chose que je préfère le plus
parce que il y a une réelle réflexion et essayer de mélanger les idées de son client avec son style à soi, tout en essayant de garder un peu de réalisme, mais en y ajoutant de la lumière et cetera. C'est c'est un aspect personnellement que j'aime énormément. Après je pourrais pas, derrière, laisser un robot, tatouer à ma place parce que j'adore le tatouer aussi quoi. En fait, je le crée pour le tatouer et du coup, l'aspect technique, c'est quelque chose qui est trop important pour moi et un petit peu comme je peins, j'aime bien, avoir un peu ce processus de travailler, par couche, de couleurs et heu et du coup, je trouve que c'est super intéressant d'arriver à obtenir, que j'avais pensé, ce que j'avais imaginé en amont, sur la peau. Voilà, du coup, je pense que je pourrais pas me faire remplacer pour un robot pour ça parce que j'aime trop ça, quoi. Je souhaite rajouter une précision par rapport à vos travaux respectifs. Je me mets un peu dans le même bateau que toi, Blaise, pour le coup. Euh, Blaise et moi ne sommes pas des virtuoses de l'aiguille comme toi tu peux l'être. C'est-à-dire que la force de notre travail ne réside pas dans notre technique de pique, là où toi, ta gestion des couleurs et le fait de travailler par couche demande un métier d'artisan beaucoup plus complexe que nous. Donc, et ça doit te coûter aussi énormément plus d'énergie que nous. Du coup, je comprends aussi que tu tiennes à ce que ça émane de ta main, là où avec Blaise, je dis pas qu'on s'investit pas, Blaise, mais enfin, je ressens, je vais peut-être parler à ta place, mais je ressens plus de facilité à se détacher de cette phase d'exécution qui, comme tu l'as dit, est vraiment subordonnée à notre intention de base, quoi. C'est une des raisons pour laquelle moi je peux facilement même donner la machine à mon client pour qu'il finisse ce trait, puisque à un moment ça n'a même plus de sens que ça vienne de moi, tu vois. Voilà. Merci. Oui, si je peux préciser, je suis d'accord avec toi, mais je ne dis pas que le geste technique n'a aucune importance. Ce serait être un mauvais tatoueur que de dire ça, bien sûr, parce qu'il y a toute une partie technicienne dans le tatouage et il faut que le client sorte quand même avec un tatouage qui cicatrise bien et qui sera beau à regarder pendant les prochaines années, voire dizaines d'années à suivre. Euh, mais moi, effectivement, je fais en gros des lignes et du remplissage. Et une fois qu'on a maîtrisé comment faire une ligne et comment faire un remplissage qui tient la route, bon bah il y a effectivement un certain plaisir du geste bien exécuté, on est d'accord. Mais c'est un plaisir simple. Voilà, une fois c'est bien. J'ai pas besoin de vivre ça toute la journée. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt effectivement la puissance du motif. Là, pour le coup, est quelque chose d'assez unique par rapport à un plaisir qui se répète et qui, du coup, n'est pas très intéressant. Laël, on t'attend. J'ai plein de choses à dire. Blaise, quand tu parles de puissance de motif, ça induit que ton motif, il est suffisamment puissant pour être posé et une fois qu'il est posé, quasiment tu n'aurais plus rien et le tatouage, il fonctionne tel quel? Posé au feutre dans un premier temps, tu veux dire? Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais envisager de concevoir ton motif et que quelqu'un ou quelque chose le fasse et que ce soit suffisant? Oui, enfin, en tout cas pour ma satisfaction personnelle, oui, moi ce qui m'importe c'est de sortir des motifs qui sont efficaces et puissants. Alors je dis pas que que je le fais à chaque fois, hein. Comme chacun sait, le travail artistique c'est aussi c'est beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Mais moi ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est ça, ouais, c'est d'arriver à trouver ça pour la personne, avec la morphologie de la personne, les tatouages éventuels qu'elle a déjà sur elle. C'est simplement ça, ouais. Mais ça induit que parfois il y a des
Des redirections en cours de route. Alors, oui, enfin, je sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? C'est-à-dire que tu prends en compte la fonction du corps de ton client. Oui, bien sûr, bah, le but c'est que le tatouage soit en fait adapté à la morphologie du client, à ses tatouages et évidemment aussi au désir du client. En fait, euh, dans mon processus de travail, je parlerais presque de co-création en fait, de co-création avec la personne puisqu'elle arrive avec plus ou moins d'idées claires de ce qu'elle veut et à partir de là, on construit l'idée ensemble en fait. C'est presque une collaboration Voilà. artistique. C'est un super choix de mots, justement. Donc, tu construis. Donc, est-ce que ça t'arrive en cours de projet de changer d'idée ou du moins de changer d'objectif de réalisation, de se dire que bah, finalement ça marche moins bien comme ça et que ça marcherait mieux comme ça? Ah ben bien sûr, je peux passer, ça m'arrive régulièrement de passer une journée entière à dessiner avec la personne et finalement à la fin de la journée on se dit bon bah on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, on reprend demain. Bon, c'est pas le cas, c'est pas le cas dans. Pardon? Pendant le tatou. Pendant alors, est-ce que tu veux dire pendant que le tatou a déjà commencé à être tatoué ou encore dans cette première partie de. Pendant que le tatou a déjà commencé à être tatoué. Après, Donc j'ai tu parles regardé les vidéos. d'improvisation finalement. Oui, complètement. Enfin, pas que d'improvisation, mais de continuité de construction. C'est-à-dire que je vais aller au bout de mon idée. Tout à l'heure, Olivier, il parlait un petit peu justement tu disais d'architecture, et que c'est bien dit. Un architecte, il dessine jamais des plans sans être présent sur le lieu de la construction. Ça aurait pas de sens, en fait. C'est-à-dire que jamais tu lances un chantier sans vérifier que le chantier il se fait correctement. Parce que tu as toujours des problèmes pendant le chantier. Et il y a toujours des moments où il faut rediriger le chantier. Et c'est. Alors, en plus, moi, je suis à fond avec Julia, c'est-à-dire que j'adore tatouer. Genre, j'adore tatouer. S'il y a un jour où je suis un petit peu fatigué, tu mets la machine entre les mains, je me dis que j'adore mon travail. Donc ça, c'est un truc, moi, tu me proposes de me l'enlever, je pense que je dirais non, parce que je kiffe ça, quoi. C'est viscéral. Mais il y a aussi ce côté de, moi, mon tatou, c'est vraiment trust the process. C'est-à-dire que les clients, ils arrivent, rien n'est fait. Je dessine pour eux, je calque, je fais des trucs, je reviens, je construis vraiment. C'est-à-dire que ça serait même compliqué de filer ça à une IA, parce qu'en fait, il faudrait que je travaille morceau par morceau. Il faudrait que je lui dise, bon bah ok, bon bah là on va faire les fondations. Je me pose, fais les fondations. Ok, c'est fini. Ok, bon bah vas-y, on va faire ça. Vas-y, t'as tout ça. Ok, on va faire ça. Vas-y, t'as tout ça. Et en fait, tout est très très travaillé par étapes parce que je veux que tout toujours corresponde à une fonction. C'est-à-dire que dans ce que j'essaie de faire, j'essaie toujours de faire passer la forme au second plan. Voilà, je me suis retenu à peu près, je sais pas depuis combien de temps. Mais du coup, Excuse-moi, j'ai pas compris ta dernière phrase, je crois qu'il y a eu une petite coupure, je sais pas si les autres ont entendu. que je disais que j'essaie de toujours faire passer la forme après la fonction. C'est-à-dire que La dans mon forme travail, après la fonction. Je dis ça parce que tu as été coupé. Voilà. voilà, la forme après la fonction, tout à fait. Euh, je considère que si on ne comprend pas la fonction de ce qu'on est en train de faire, peu importe la forme qu'on essaie d'y apposer, ça peut pas être beau si c'est pas utile. Ça peut être utile et moche. Faut pas, voilà, encore une fois, hein, mais ça ne peut pas être beau si c'est pas utile. C'est-à-dire que si on comprend la fonction de ce qu'on est en train de faire, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on comprenne la fonction de ce sur quoi on est en train de travailler le corps de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne les raccourcis, les ombres, la perspective, le mouvement, la 3D, la rotation. Donc, si on prend en compte tout ça, ça veut dire que
j'ai très très envie à chaque fois que je travaille sur quelqu'un d'essayer de faire en sorte que mon tatouage bouge avec lui. On m'entend Tu plus veux du tout. dire faire en sorte que mon tatouage bouge avec lui, c'est ça que t'as dit? Oui, c'est ça. On D'accord. m'entend plus? En fait, t'as quelques cuts et là, t'as été complètement coupé à ce moment-là. Mais j'ai deviné. Lève les bras comme ça quand tu Voilà. m'entends plus, je m'arrête. Euh, Voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. La fonction. Donc, si j'essaie de fonction, ça veut dire que j'essaie de construire le tatouage petit à petit. Si j'essaie de construire mon tatouage avec mon client parce que qu'il s'adapte sur mon client et que ça, c'est peut-être ma prérogative première, je vois pas trop ce qu'une IA pourrait faire avec sa machine. Il faudrait vraiment que je trait par trait quoi faire. Du coup, il faudrait que je reste à côté, quoi. Je pourrais pas poser. En fait, je ne pose quasiment jamais de stéréotype très fait, quoi. Donc, en fait, il faudrait que je pose un petit bout et que je. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais alors, si je peux rebondir, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, j'ai un peu schématisé tout à l'heure en disant qu'il y a une première partie invention et une deuxième partie exécution, et que ces parties étaient finalement des catégories séparées. Toi, ce que tu dis finalement, c'est qu'en fait, elles s'entremêlent et qu'on peut toujours faire une sorte de ping-pong entre les deux. C'est-à-dire que tu vas exécuter une partie du tatouage et tu te rends compte que ah bah là, ça bouge pas très bien avec le bras finalement. Ce serait mieux si tu mettais, je sais pas, voilà, tel tour d'église 1 centimètre plus haut, que ça bougerait mieux avec le muscle par exemple, et du coup tu adaptes sur le moment. Alors je suis totalement d'accord, et du coup ça me permet de nuancer ce que j'ai dit effectivement. Donc, merci. Mais c'est pour ça que je te demandais justement si tu changeais d'avis au fur et à mesure de ton acte, en fait. Oui, Parce oui, que oui, ça m'arrive en effet. De voir à la fin du tatouage, par exemple, ah bah tiens, en fait, là il manque, je sais pas, il manque un rond orange qui permettrait d'accrocher l'œil et d'éclairer cette partie du tatouage. Et ben, c'était pas prévu, mais on le fait quand même. Ouais, bien sûr, effectivement. Donc, ce que j'ai dit était un peu caricatural, en effet. Donc, je pense qu'en fait, ils auraient pour l'instant du mal à se dispenser de nous, ou du moins, il faudrait qu'on reste à côté, quoi. Et quitte à être là. Autant tatouer. C'est une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais par rapport à ce que vous avez dit, ça m'y fait penser. Est-ce que vous connaissez l'artiste belge Wim Delvoye? Wim Delvoye, ça dépend. Oui. Voilà. Donc, Wim Delvoye, il a un tatouage qui est très connu qui s'appelle Tim. C'est le nom de la personne qui le porte. Et Wim Delvoye est le créateur, l'architecte de ce projet. Dans ces vidéos d'archives, où on voit Tim se faire tatouer, et d'ailleurs, il y a des vidéos où il est mis en parallèle de cochons qui se font tatouer. Je fais une digression. Ces cochons se sont retrouvés exposés au Louvre, mais Tim Steiner, lui, n'a pas pu être exposé au Louvre parce que c'est sur un être humain. Bref, ça pose d'autres questions. Fin de la digression. La particularité de ce projet, c'est que Wim Delvoye, quand on le voit avec ses archives, où il présente son projet de tatouage sur un humain, qu'il vend à un collectionneur, on le voit en train de filmer le tatoueur qui est en train d'exécuter le tatouage. Mais c'est le projet de Wim Delvoye. C'est une exception, ça ne fait pas cas d'autorité ou de modèle à suivre. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes en phase avec le fait de pouvoir dire c'est le tatouage de Wim Non, il n'y a Delvoye? pas. À mon avis, il n'y a pas de fonction. C'est une jolie. C'est un joli concept, mais c'est un tatouage concept. Bien C'est sûr. pas un tatouage fonctionnel. Après, moi, je connais pas la nature de l'échange entre Tim et Wim Delvoye, mais j'aime les questions que ça a soulevées. Et j'aime le coup de pied dans la fourmilière qu'il a mis. Est-ce que vous avez envie de rebondir ou je vous donne ma troisième question? Oui, vas-y, je t'en prie, Blaise. Ouais, désolé. Pour revenir sur ce qu'on disait sur qu'est-ce qu'on est prêt à déléguer finalement à soit quelqu'un d'autre comme un assistant, soit éventuellement un robot ou à une IA.
Et il me semble que la question fondamentale, en fait, c'est pas tant celle de l'exécution, comme ce dont on vient de parler avec un robot qui pourrait tatouer, mais c'est celle de la création, en fait. Parce que l'intérêt d'une IA générative, c'est qu'elle produit du contenu. Et donc à quel point on est prêt à déléguer la production, en fait, d'idées, de variantes à une intelligence artificielle, et ça pose évidemment tout un champ de questions qui sont, par exemple, un artiste qui utilise une IA, dans quelle mesure reste-t-il un artiste? Est-ce qu'on peut dire que l'IA est artiste elle-même, du coup, parce qu'elle propose aussi du contenu finalement? Je pense que le vrai cœur de la question, c'est pas celui de l'exécution, c'est celui du moment créatif, en fait. Quand un artiste décide de collaborer avec une intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas même dans une redéfinition du processus artistique? Je pense que c'est de ça dont il faudrait vraiment discuter. Julia, comme tu te sers apparemment pas mal d'IA, qu'est-ce que ça en pense? Oui, bah, je suis d'accord, ouais, la question elle est super intéressante et après je pense que ça reste un outil et heu et ça n'enlève pas la qualité d'artiste à partir du moment où après tu réinterprètes et où ça reste, ta base de travail. C'est comme si tu partais sur une photographie, comme quand tu fais une vanité, c'est toi qui fais la compo quand même, c'est toi qui gères les lumières et cetera, c'est toi qui gère tout ça et du coup, ben, pour l'IA, c'est un peu pareil. C'est toi qui lui demandes de générer telle ombre, de faire telle chose, de faire tel mouvement. C'est juste un outil qui permet d'explorer des pistes, visuelles inédites et du coup, au contraire, je trouve que ça rend l'acte encore plus artistique à mon sens, que de juste prendre, des photographies comme ça sur internet ou sur Pinterest. Donc voilà, à partir du moment, je trouve, où tu réinterprètes et où tu adaptes, ce que l'IA, enfin ce que tu as demandé à l'IA de faire, ben, du coup, je trouve que, ouais, on est tous, enfin je trouve que ça n'enlève rien à l'aspect artistique, ni à la créativité, pardon, au contraire. Donc l'artiste reste un artiste à partir du moment où il y a quand même un travail dans le processus créatif. Parce qu'on pourrait aussi se Oui, dire, voilà, il peut y avoir une utilisation paresseuse de l'IA. On écrit un prompt en une ligne en disant génère-moi une tour Eiffel sur la Lune. Est-ce qu'on peut dire du coup que voilà, une image générée en un prompt comme ça, sans aucune intentionnalité, sans aucune recherche, sans aucun tri entre ce que peut proposer l'IA, euh, l'utilisation paresseuse, est-ce qu'on peut dire que cette image qui est générée, c'est une œuvre d'art? Est-ce qu'on peut dire que la personne qui la génère est un artiste? Dans ce cas, on pourrait tous être potentiellement virtuellement des artistes, en fait, à partir du moment où l'IA s'est démocratisée. Donc, ton critère, c'est de dire que il faut quand même qu'il y ait un certain travail et une certaine intentionnalité. Finalement, il faut que l'artiste ait un but à atteindre, ce qui fait que l'IA, du coup, est un outil et non pas quelque chose qui va remplacer l'artiste. C'est ça. Tu peux reposer la question de base, s'il te plaît? Moi, Celle que tu avais. Oui, oui. je crois que c'était quelque chose comme dans quelle mesure l'artiste reste un artiste en utilisant l'intelligence artificielle qui finalement moi je suis pas vraiment d'accord avec Julia quand elle dit que c'est un simple outil au même titre que Finis la question d'abord. ouais, pardon. Mais je vais quand même employer le mot outil, c'était juste pour faire une nuance par rapport à ça. Est-ce que l'artiste reste un artiste quand il utilise des outils comme l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux définir ce qu'est un artiste alors du coup? Eh ben je pense que c'est toute la question, effectivement. Et là, on entre dans le domaine philosophique parce que la question de la définition de l'art, en fait, c'est un champ de recherche en soi et les philosophes en parlent depuis l'Antiquité.
Et évidemment qu'ils ne sont pas d'accord entre eux et qu'il y a tout un tas de critères pour distinguer ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Mais il y a un critère qui est quand même assez universel, c'est celui de la création. C'est-à-dire le fait, qu'est-ce que c'est que créer? Créer, c'est innover, c'est apporter du nouveau, c'est mettre au monde quelque chose qui n'était pas là avant, et ça va se distinguer de la simple production ou reproduction. On va pas dire, par exemple, quand on crée un objet en série dans une usine, par exemple, mettons, j'en sais rien, des voitures, on va pas dire qu'on est dans la création de voitures, que l'ouvrier qui travaille chez Renault, par exemple, il crée des voitures, on va plutôt dire qu'il produit des voitures. Alors, petite distinction conceptuelle. Donc, Pardon? il faut qu'il ait une idée, en fait, c'est ça? L'ouvrier qui travaille chez Renault, en fait, il ne fait que suivre un plan qui préexiste. Il ne fait que mettre en place, en fait, une technique, en fait. C'est de l'exécution technique, contrairement à l'artiste qui, lui, va aller chercher ce qui n'existe pas déjà, qui va inventer. Il y a une image qui est assez parlante pour distinguer la production de la création. Produire, c'est finalement exécuter une recette, c'est suivre les étapes de quelque chose d'un plan qui préexiste. Ce serait comme suivre un chemin déjà balisé. Alors que l'artiste, lui, il suit pas un chemin balisé, il va couper à travers champs pour créer son propre chemin et éventuellement découvrir un lieu que personne n'avait jamais découvert avant lui. Alors j'ai une question. Oui. Comment ça se passe pour Caravage, par exemple, qui prend des modèles, qui les pose devant lui, qui met la lumière et qui, au final, reproduit exactement ce qu'il est en train de voir sur tableau? Si on a retenu Caravage, c'est aussi parce qu'il a un style propre. Et tous les éléments d'une œuvre d'art ne peuvent pas être totalement originaux, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le fond de la question, à mon sens. C'est dans son prompt, en fait. Pardon? C'était dans le prompt de Caravage. Il a dit « Je veux du clair-obscur ». Oui, Ok. après, et en plus, c'est pas parce que tu es artiste à un moment que tu ne peux pas devenir artisan de ton art. À un moment où tu vas développer ta recette, où il y a eu une recherche, où il y a eu cette création, après tu vas pas devenir l'ombre de toi-même, mais tu vas appliquer une recette qui fonctionne et tu n'es plus dans cette démarche de créativité, mais tu vas juste creuser dans ce que tu as déjà mis en place. Oui, et on peut dire qu'une œuvre artistique, on peut considérer qu'une œuvre artistique, c'est l'ensemble de la carrière de quelqu'un, et pas forcément qu'il y a un processus d'invention totale à chaque nouvelle œuvre. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Ludo, il y a quand même un style Caravage qui est reconnaissable, et c'est pas parce qu'il reprend des éléments qui préexistent dans le réel, comme je sais pas, par exemple une figure humaine, certaines postures, certaines lumières, certains décors. Tout ça, évidemment, c'est des éléments qui préexistent, mais du coup, qu'est-ce que la création fondamentalement? C'est pas tout créer ex nihilo, ce serait évidemment impossible. Puisqu'on vit dans un contexte, et les éléments qui sont dans nos œuvres, que ce soit des œuvres visuelles, sonores ou autres, c'est des choses qui existent déjà dans le réel. La question, c'est comment on les configure, en fait. Et c'est là qu'il peut y avoir de l'originalité. Et c'est là qu'il y a la différence qu'on peut faire la différence entre quelqu'un qui copie une œuvre, c'est-à-dire qui reprend les mêmes éléments et qui les configure exactement de la même manière, qui les organise exactement de la même manière, alors qu'un artiste peut utiliser les mêmes éléments graphiques ou les mêmes éléments sonores qu'un autre, mais c'est en les reconfigurant différemment qu'il crée une singularité. En tatouage, par exemple, ou en peinture de manière générale, en fait, les éléments qui sont dans les œuvres en fait, c'est toujours les mêmes. C'est certaines palettes de couleurs, c'est certains motifs, certaines formes. Et en fait, on joue tous, en un sens, avec les mêmes jouets. La question, c'est qu'est-ce qu'on construit avec? Et est-ce que avec les mêmes éléments de base, finalement, on va pouvoir faire des constructions qui sont propres à nous? Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Euh,
reconfiguration et réorganisation. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Blaise, et en même temps faire un clin d'œil à ce qu'a dit Julia. Quand elle a parlé de faire une nature morte et de gérer sa composition, toi, Blaise, tu parles de la provenance, l'intentionnalité. Et moi, je me questionne si aujourd'hui, euh, si déjà avant, ça n'avait pas de sens que quand tu fais ta nature morte, tu sois celui qui a planté le pommier qui t'a permis de choper la pomme que tu vas peindre, finalement, est-ce que c'est important que c'est toi qui aies pris la photo de cette nature morte que tu vas interpréter en peinture ou tu vas changer tes lumières? À quel moment dans la chaîne de production, jusqu'où on est obligé de remonter pour être légitime dans la Hmm. proposition artistique que l'on va proposer? Je pense qu'il y a une vraie question de légitimité derrière ça. Et moi, personnellement, hein, j'avais déjà vu le travail de Julia, comme on a parlé tout à l'heure. Je le redis, j'avais vraiment pris une claque. Que ce soit techniquement, que ce soit par la composition, que ce soit par le travail effectué, par, je crois, plus le fait que ça fait pas très très longtemps que tu exerces, c'est ça? Oui, c'est ça, ça fait 3 ans, enfin 2 ans que je fais de la couleur. Comment est-ce qu'on pourrait lui enlever l'étiquette d'artiste? Genre, concrètement, est-ce que parce qu'elle utilise une intelligence artificielle, d'avoir l'étiquette d'artiste? Alors là, moi, je m'insurge, genre, complètement. Parce que vraiment, il y a tout ce dont on parlait. Il y a la fonction, il y a l'utilité, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une pièce, paf, dans ta gueule. Donc, partant de ce postulat, si on enlève à ça le droit de s'appeler art, c'est pour une question de légitimité. Mais à ce moment-là, où on va chercher la légitimité? Et effectivement, il faudrait peut-être avoir planté. Et donc, moi, ce que je pense, mais ce n'est que mon avis, que vous n'aviez pas demandé, euh, je pense que je réagis à quelque chose que je pourrais appeler art à partir de ce que le travail de Julia a fait. Excuse-moi, on n'a pas Quoi? Vous entendu avez la pas phrase d'avant, ouais. super. Eh ben pourtant, c'était super. Redis-le. Je disais que je pense que... Encore? Sérieusement? Pourtant, je suis... Allô? Bonsoir. Tu dis un truc en particulier Non, non, mais c'est le FBI. Je disais, ça va? Vous m'entendez? Que je pense que on peut appeler art quelque chose qui produit chez soi une émotion. Ça va, ça a marché? Oui, ça a marché. On a entendu. De là à être d'accord, je ne veux pas en Non, non, mais rentrer dans le sujet tout de c'est un suite, début. moi. C'est un premier paramètre. C'est un premier paramètre. Ok. Et je pense que... et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Alexandre Astier qui en parlait justement sur l'intelligence artificielle et qui disait que l'intelligence artificielle a compris de l'émotion. Et est-ce qu'on a envie d'une émotion produite par une machine? Qu'il a compris que chez Mozart, à la 4e mesure, il suffisait de mettre une 7e, ça nous ferait, et que du coup la machine a dit mais non, regarde, eh ben on va leur en mettre encore. Est-ce qu'on retenterait pas avec tes oreillettes? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que comme tu es loin, dès que tu t'arrêtes, dès que tu fais un blanc, il y a ton micro qui décide de cutter. On réessaye avec tes oreillettes, tu veux bien? Je peux me rapprocher si tu veux. Merci. Et tu peux reprendre avec Mozart, Alexandre Astier et le robot qui a compris que à un certain moment Voilà, il c'est peut ça. intervenir pour te faire chialer. Voilà, c'est ça. Et que que effectivement, produire une émotion chez quelqu'un, c'est pourrait être la base de ce qu'on être l'art.
Cependant, si on peut produire de l'émotion aussi facilement avec une IA, est-ce que ça l'est vraiment? Là, je me contredis moi un peu tout seul. Voilà. Alors moi, pour le coup, le critère émotion, c'est pas mon critère pour déterminer si c'est de l'art ou non, puisque il y a plein de ressorts cinématographiques, de manipulation, enfin pour créer une émotion, quoi. Et le divertissement est vecteur de beaucoup d'émotions et fait appel à beaucoup de techniques artistiques, donc du domaine de la création de l'image, et sans pour autant être de l'art, sans pour autant avoir une fonction fédératrice ou intellectuelle ou un truc réellement très profond, quoi. Parce que pour toi, donc l'art, il faut que ça soit intellectuel Non, pas du tout. Non, 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 non. ou fédérateur. L'art ne doit pas être intellectuel, mais s'il n'est qu'émotion, pour moi, c'est pas suffisant. Non, 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 c'est un paramètre. Mhm. Mais tu avais beaucoup appuyé sur ce paramètre, du coup, j'ai l'impression que Ah c'était bah oui, vraiment parce que le concrètement, truc principal. ah oui, oui, c'est vrai, hein. Pour moi, je pense que c'est peut-être le paramètre premier. C'est-à-dire qu'un tableau qui ne produit chez moi une émotion, Alors, mais tu peux le toi, mettre un placard comme ça dessous. vas-y, Je Blaise. peux intervenir? Ouais. Ouais, mais je Ouais. veux vraiment répondre à ça, par contre. Hein. Faudra me le laisser un morceau, là. Oui, mais je voulais juste dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ce critère définitionnel. Tout simplement parce que il y a des choses qu'on considère comme des œuvres d'art qui peuvent ne pas provoquer des émotions. Et il y a des choses qui provoquent des émotions qui ne sont aussi pas des œuvres d'art. Et en plus de ça, l'émotion c'est quelque chose de subjectif, ce qui voudrait dire que si tu vas au musée avec je sais pas, avec quelqu'un et qu'un tableau te touche et que le même tableau ne touche pas la deuxième personne, ça voudrait dire que ce que tu dis finalement, c'est que ce tableau-là est à la fois de l'art et en même temps pas de l'art, ce qui est une contradiction. Donc même sur un plan logique, ça ne fonctionne pas. Bien sûr que si. Mais pourquoi est-ce que ce qui serait de l'art pour toi le serait pour moi? Parce qu'il faut s'entendre sur parce que le réel est un et indivisible, et que tu peux pas dire qu'une porte est à la fois ouverte et fermée, ça n'a juste pas de sens. Parce que pour toi, l'art, c'est objectif. Mais si tu cherches un critère définitionnel, quand tu fais la définition de quelque chose, que ce soit de l'art ou autre chose, c'est une définition sur laquelle on doit pouvoir tous s'entendre. Sinon, c'est une mauvaise définition et on ne sait pas de quoi on parle. Bah oui, justement, j'avais fait mon mémoire là-dessus. Alors, c'est très moche, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Excuse-moi, Olivier. Attends. Émotion, art, capacité d'émerveillement. C'est bon, j'ai rechopé. Laëlle, tu dis que donc tu parles du fait d'arriver dans un musée et d'avoir accès à une œuvre d'art et d'avoir une émotion, et paf, t'as l'émotion, donc ça valide le statut d'œuvre d'art. Une autre personne passe à côté, elle n'est pas sensible, elle n'est pas touchée, et elle peut se questionner sur le fait que ceci puisse être reconnu comme une œuvre d'art. J'aime bien parler de la poésie pour parler d'œuvre d'art, parce que bien souvent on me dit que moi ce n'est pas de l'art parce que je me repose sur des concepts. Or moi je me présente un peu comme un poète froid, donc je fais des protocoles poétiques. Bref, pour moi l'art n'a pas besoin d'avoir une réalité physique, et le meilleur des exemples pour moi c'est la poésie. On est tous d'accord pour dire que la poésie est une pratique artistique et c'est de l'art. Pour autant, ce n'est pas palpable et ça se passe là-dedans. Or, si moi, Laël, demain je te mets face à un des plus beaux poèmes du monde, mais qu'il est en japonais, bon courage pour t'émouvoir. Sans traduction, bien Mais- sûr. Et Alors, je vois pas du tout en quoi ça invalide ce que j'étais en train de dire. non, non, j'étais pas en train d'invalider, j'étais en train d'appuyer en fait sur. Mais pour moi, ce poème-là ne sera pas de l'art. Ouais, mais c'est le pour moi le problème. C'est Mais que non, tu dis de la- quelque chose de qui a une l'art, portée objective. L'art, c'est personnel. L'art, on le vit. Après, libre à vous ou pas. Mais moi, j'ai envie de pouvoir le vivre. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui me dévore et me donne envie de produire parce que j'ai envie de créer,
espèce de feu qui fait que je ne peux pas m'empêcher de créer, je sais que je l'ai, moi. Je sais que j'ai ce besoin créatif. Mais je ne demande à personne de juger ce que je fais. Il y a des gens qui vont me dire que ce que je fais, c'est de la... Très bien, merci. Il y en a qui vont dire que ce que je fais, c'est que je reproduis des mecs, mais au moins j'ai le bon sens de copier des gens qui sont morts il y a 1000 ans. Eh ben, c'est très bien comme ça, merci aussi. Mais je n'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des avis différents sur le fait d'estampiller ou non quelque chose qui soit de l'art ou pas. Toi, t'as bien écouté Et Alexandre non, Astier. non, mais vraiment, genre, je serais triste de ne pas pouvoir comprendre ce en japonais, surtout si on me dit qu'il est puissant. Mais pour moi, je pourrais pas te dire si c'est de l'art ou pas. Et non, je pense pas que l'art soit quelque chose d'objectif. Par contre, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faut y avoir des paramètres. Mais chaque paramètre, libre à chacun de les ressentir ou pas. Genre, mais de toute façon, on le sait, combien de critiques artistiques ne sont pas d'accord sur le fait d'attribuer à telle ou telle œuvre, justement, le label art. On le sait, Oui. ça serait trop simple. C'est aussi parce que sociologiquement et historiquement parlant, la définition de l'art varie au cours du temps et au cours des paradigmes. Mais, Oui, mais en fait, dans ce que tu dis, tu confonds les notions d'opinion et de vérité, à mon sens. C'est-à-dire qu'une opinion, c'est quelque chose de subjectif et je peux avoir une opinion qui diffère de l'opinion de mon voisin. Mais quand tu poses une définition, tu essaies de donner la vérité de la chose dont tu parles. Tu n'es pas seulement dans l'opinion subjective. C'est comme si je te disais la chaise qui est devant moi, pour moi c'est une chaise, et pour toi c'est pas une chaise, mais en même temps tout le monde a raison, il n'y a pas de vérité. Ça marche pas en fait. Pourquoi ce serait différent pour l'art? Tu voulais parler, Olivier, ou je peux répondre? Alors, je suis d'accord avec toi, Blaise, sur cette notion-là de perception et de réalité. La réalité, elle existe. La réalité et la vérité, elle existe, peu importe ton opinion et ton point de vue. Le problème avec l'art, c'est que l'art n'est pas une montagne, l'art n'est pas un cheval. C'est-à-dire que si tu enlèves l'être humain pour le considérer, le statut d'art ne demeure pas indépendamment de l'humain qui est là pour le considérer ou le rejeter. Là où un arbre est un arbre de fait, qu'on soit là ou non pour le considérer. Alors que l'art, le statut, parce que c'est un, il y a un statut, c'est pas un truc comme ça immanent qui sort de nulle part et qui s'impose, quoi. L'art, c'est un truc qui sort de la main humaine, Oui, et qu'on a besoin de conscientiser, qu'on a besoin de débattre, qu'on a besoin de décrire, reconfigurer, réanalyser. Du coup, je comprends qu'il y ait une part de subjectivité et que des fois, on ait besoin d'avoir l'adhésion d'une communauté ou d'un certain public pour pouvoir dire ça c'est de l'art et on va travailler pour que il y ait de plus en plus de monde qui fédère avec cette pensée parce que ce n'est pas aussi simple. Oui, après, historiquement parlant, ce que tu dis, c'est-à-dire l'idée que l'art doit être reconnu en tant que tel pour être de l'art, c'est quelque chose d'hyper moderne en fait. Hein. Ça date de Marcel Duchamp. Mais c'est un critère qui est très discutable. Non, mais On peut en discuter. De Duchamp. Oui, Duchamp, début 20e. Ouais. Tu voulais dire Mais quoi? non, vraiment, je parle toujours pas de ça. Je suis désolé, moi, c'était toujours pas mon propos, mais je pense que j'ai du mal à me faire comprendre. Je vais revenir sur ce que tu pensais que je n'avais pas compris. Je comprends qu'il doit y avoir un caractère de vérité au sein de l'art. Cependant, la vérité n'invalide pas le fait qu'il y ait une subjectivité dans les paramètres qui fassent que la vérité de l'art. J'ai rien compris. Si tu veux bien essayer de la refaire plus simple, je te remercie. On disait qu'il y avait une vérité dans l'art. C'est-à-dire que le propos de l'art, c'est qu'il faut le définir selon un caractère vérifiable. On est d'accord? Non, moi j'ai pas dit ça.
Non, C'est- je reprends ce que tu disais, Blaise. Moi, je disais juste que si on se donne l'ambition de donner une définition, il faut que les critères fassent consensus et qu'on peut pas s'en tenir à l'opinion subjective. Sinon, c'est une définition qui ne fonctionne pas. D'accord. Eh ben, je suis d'accord avec ça. On peut avoir un certain nombre de critères qui font consensus. Cependant, on peut avoir dans ces critères certains critères qui peuvent être subjectifs. Ne serait-ce que l'apprentissage et la langue, comme j'ai essayé de le dire avec un poème écrit en Exactement. japonais. Mais est-ce que le fait de ne pas comprendre et de ne pas être en capacité de, bah, comme tu l'as dit, hein, d'estampiller et dire, ok, moi je reconnais que c'est de l'art. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut reconnaître comme des autorités qui vont dire pour nous ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Bah non. Ça dépend du paradigme dans lequel on se situe, parce que les définitions de l'art et les critères de définition ont largement varié dans l'histoire. Mais laissons aux critiques le soin de... Ne leur voulons pas leur travail. Oui, voilà, c'est ça. Nous, notre travail à nous, c'est... Oui, mais pour bien produire, il faut se questionner sur le fonctionnement. Et comme tu l'as dit, c'est pas mal d'avoir un œil sur toute la chaîne de production. On part sur la troisième question? Parce qu'en fait, on n'est qu'à la deuxième. Bah oui, mais moi, j'ai de la peine pour cette pauvre Julia depuis tout à l'heure qui dit rien, là, qui nous écoute. Moi, j'ai pas de peine parce que ce qu'elle a dit était suffisant et pertinent. Et non, non, j'ai pas de peine. T'avais envie de dire un truc en plus, Julia? Bah, Merde, moi, je je suis l'ai plus. d'accord avec ce que dit Laëlle au sujet de l'émotion parce que, enfin, je parle beaucoup de moi, mais en tout cas, dans mes travaux, c'est ce que je cherche à véhiculer. Donc, pour moi, enfin, ma définition à moi de l'art, c'est effectivement de ressentir de l'émotion et surtout de la véhiculer pour qu'elle soit ressentie par différentes personnes. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Blaise, il y a longtemps, tout à l'heure, par rapport au fait qu'un artiste, enfin, qu'est-ce que d'être un artiste de manière générale. Je pense que, enfin, concernant la créativité, tout ça, je pense que la créativité, c'est, enfin, selon moi, c'est vraiment dans la réinterprétation qu'elle se fait, je pense, et dans la composition et aussi dans la maîtrise technique. Parce qu'on parlait de Caravage, quand il prenait des modèles ou enfin, il y a beaucoup de peintres comme ça, je sais que Géricault, il avait fait pareil, sur des cadavres même. Donc bon, là, il y a vraiment un souci du détail et de reproduire, ce qu'on voit, mais pour autant, il transmet quand même une émotion qui est à mon sens, qui est super forte de par sa technique et de par son coup de pinceau, de par le choix de ses couleurs, de sa composition et cetera. Et donc quand tu dis qu'il suffit, enfin, tu as pas dit ça comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, l'IA, c'est juste tu tapes un prompt et ça y est, tu as une image qui va être la base de ton travail. Mais en tout cas, dans mon cas, la réalité, c'est que des fois, j'y passe des jours entiers. Des fois, je fais 1000, je fais 2000, 3000 images. J'en génère beaucoup, beaucoup. Je fais des variations, je fais des mélanges et cetera. Je me questionne sur, comment je pourrais arriver à un tel résultat et cetera. Et du coup, je pense que ça rentre vraiment dans le processus de la créativité et pour moi, c'est aussi de l'art, quoi, d'une certaine manière. Et donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très facile d'arriver à un rendu, de l'IA, mais dans mon cas, c'est très complexe d'arriver à une base de travail sur laquelle après je vais passer encore des heures à tout retravailler sur Photoshop, à rajouter des lumières et cetera et cetera. Enfin voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est pas que c'est énervant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est trop facile. Mais ça l'est pas. Alors, je te réponds, Julia. Je crois que je me suis fait mal comprendre en fait parce que je n'ai absolument pas porté aucune critique envers ton travail. Je pense que ton travail est de l'art, personnellement. Et je pense totalement qu'on peut faire de l'art avec l'IA. J'ai essayé simplement de distinguer deux usages de l'IA en fait tout à l'heure. Une usage qu'on pourrait dire paresseuse, qui consiste simplement
comme on l'a dit, à taper un prompt et à se déclarer artiste parce qu'on l'IA a généré une image pour nous. Mais à côté de ça, il y a un usage intéressant de l'IA qui implique un travail. C'est exactement ce que tu viens de décrire en fait. Et ce n'était absolument pas une critique envers ton travail. J'ai pas du tout pris ça comme une critique, hein, je te rassure. C'est juste D'accord. que je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas j'ai discuté avec beaucoup de gens qui pensent, premier degré qu'on est «paresseux» entre guillemets, enfin que certains artistes tatoueurs qui utilisent l'IA sont paresseux. Mais, enfin en tout cas c'est pas le cas de tout le monde, même si malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont paresseux et qui abusent aussi du truc, quoi. Oui, bien sûr. Et dans l'histoire de l'art, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec l'IA et qui font des choses très intéressantes quand ils expliquent leur processus créatif. Effectivement, alors on peut donner différents exemples, hein. Par exemple, vous avez un peintre qui s'appelle Gérard Garouste qui demande à l'IA de générer. En fait, il nourrit l'IA générative avec ses images et il demande à l'IA de générer des variantes, et à partir de là, il va les trier, il va changer les détails, il va changer les couleurs, les palettes de couleurs, etc. On a aussi, par exemple, Sacha Stiles, qui est une poétesse qui travaille en collaboration avec l'IA. Et à chaque fois, on se rend compte, quand on plonge un petit peu dans la complexité de leur processus créatif, que c'est tout sauf de la flemme, en fait. Parce qu'effectivement, il y a le même travail que ce qu'on fait en tant qu'artiste. Il y a un très beau texte de Nietzsche, d'ailleurs, qui décrit le processus artistique, qui décrit l'artiste comme quelqu'un qui est un grand travailleur parce qu'il passe sa vie, finalement, à trier ses idées, voir quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises idées, qu'est-ce qui fonctionne ensemble, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il prend c'est un texte qui est issu de Humain trop humain, et il prend, pour exemple, les carnets de Beethoven, en disant mais regardez les carnets de Beethoven, en fait, ils sont remplis de ratures, de notes sur la marge, parce qu'en fait, il a pensé à quelque chose qu'il fallait modifier, c'est de l'essai et de l'erreur. Et donc, évidemment que c'est du travail. Et voilà, je voulais juste en fait tout à l'heure poser la question pour esquisser une distinction entre un usage qui serait paresseux et un usage qui serait sérieux, on pourrait dire, parce qu'il implique beaucoup de travail. Et je doute absolument pas du fait que tu sois une grande travailleuse aussi. Ce que vous venez d'évoquer, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, où je mettais en parallèle deux grands profils d'artistes ou de créateurs ou de virtuoses. Euh, J'avais parlé de la différence entre le virtuose et le prodige. Dans le virtuose, je voyais un, un créatif acharné qui avait beaucoup travaillé, là où dans le prodige, il y avait quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup besoin de travailler pour faire quelque chose de bien. Et si on avait une pratique de l'intelligence artificielle, si on avait la chance de trouver, si on pouvait être un prodige de l'intelligence artificielle, trouver comment la faire fonctionner et la faire parler rapidement pour, imaginons, hein, produire une image comme celle que Julia peut sortir, est-ce que ça invaliderait le statut d'artiste? Ou est-ce qu'on accepte le statut de prodige, du prodige prompteur artiste? Ou est-ce que le fait d'avoir raccourci, compressé la chaîne de réalisation, de création, pour pas dire production, est-ce que ça vous pose un problème ou alors il faut vraiment qu'il y ait cette notion de travail, de temps dépensé? Bah oui, pour moi, il faut qu'elle soit présente, en effet. Parce que c'est le processus même de la création. Et moi, j'ai un petit peu des suspicions sur cette idée qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas besoin de beaucoup travailler pour être tout de suite très forts.
Et pour revenir à Nietzsche, encore une fois, il y a toujours dans le même texte, il explique que les artistes aiment à se faire passer pour des génies qui sont inspirés de manière divine et qui n'ont absolument pas besoin de travailler pour être au-dessus de la masse, on pourrait dire. Il dit, mais il faut pas se laisser prendre au jeu. En fait, c'est des gens qui travaillent beaucoup, sauf qu'ils le cachent. Tout le processus, justement, d'élaboration, il est caché pour finalement se donner un statut supérieur qui en fait est factice. Et un grand artiste, c'est un grand travailleur. Voilà, donc moi, pour moi, c'est un critère, c'est un critère nécessaire, et la création à la Platon, finalement, que l'on retrouve dans le dialogue Ion, qui décrit justement, donc c'est une autre conception de la création, et qui décrit l'artiste comme quelqu'un qui est inspiré par les dieux, finalement, qui ne serait qu'un réceptacle du souffle divin. C'est quelque chose qui mettrait l'artiste dans une situation de prophète, finalement, c'est-à-dire celui qui rapporte la parole divine dans l'humanité. C'est quelque chose qui est très discutable pour plein de raisons. Mais c'est intéressant parce que ça dénote en fait deux visions de la création. Une vision platonicienne qui implique que l'artiste ne travaille pas parce qu'il ne fait que recevoir finalement quelque chose qui vient d'ailleurs, et au contraire un artiste qui serait un travailleur parce qu'en fait il s'inspire de la réalité, et il reconfigure cette réalité en fait pour créer du nouveau. Voilà. Après, à vous de trancher le débat. Mais je rebondis aussi un peu là-dessus parce que justement entre virtuose et prodige, donc prodige, ça vient du latin prodigium, qui veut dire miracle. Et ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu as eu accès à un don. Et s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est quand on dit « Ah, mais t'es trop doué !» Parce que je trouve que quelqu'un, qui que ce soit, quelqu'un qui fait quelque chose, il y a deux formes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage actif et l'apprentissage passif. Je prends un exemple. Genre, n'importe qui peut apprendre à jouer Smell Like Teen Spirit, Nirvana, Kurt, 4 accords, c'est méga simple. Par contre, pour le composer, il a fallu que le mec se bouffe des heures de musique. Et en fait, ça a été son apprentissage. Et je pense que n'importe qui, même quelqu'un qui à un moment donné arriverait à tout de suite, ça serait quelqu'un qui, de manière inconsciente, aurait bouffé des centaines et des milliers d'heures d'esthétique de façon lucide pour savoir exactement ce qu'il veut. Et derrière ça voudrait dire que son travail, il n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui a passé des centaines ou des milliers de crayons. Je sais que personnellement, je travaille beaucoup sans travailler. C'est-à-dire que le week-end, je vais visiter des châteaux. Quand je bouquine de l'Heroic Fantasy. Quand je joue à des jeux vidéo, c'est du Dark Souls. Enfin, je me nourris énormément. Et en fait, c'est pas un travail pour que j'adore ça. Mais en fait, je travaille. C'est-à-dire que ça me fait travailler. C'est-à-dire que même inconsciemment, je capte des trucs qui fait qu'à un moment donné, quand j'aurai mon crédit, ça va venir plus vite. Et je suis sûr que tous, on travaille de manière active et de manière passive. Donc, pour moi, le prodige, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça tient du... Et en fait, de la même manière que le miracle, c'est quelque chose de fantasme, mais c'est une monstruosité dans le monstre. Mais ça, on le rêve, on le fantasme. Julia, tu souhaites rebondir ? Pour le coup, je suis vraiment 100% d'accord avec Laëlle. Parce que, pour reprendre l'exemple
du type qui va taper le prompt et qui va avoir un truc, hyper, précis par rapport à ce qu'il avait imaginé, ben, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué de faire comprendre à la machine, ce qu'on veut. Il y a tellement de paramètres, tellement de mots, de chiffres à rentrer et cetera pour arriver au résultat qu'on veut, que c'est techniquement très compliqué et du coup, oui, ça voudrait dire que la personne en question avant, elle s'est renseignée de fou et que, ben, du coup, elle a énormément travaillé donc pour moi, ça je suis d'accord, ça n'enlève rien, le fait que cette personne, ne soit pas, j'allais dire douée, mais du coup, talentueuse, quoi. En fait, Mais ça voudrait dire que tu sais déjà exactement ce que tu veux que l'IA te produise. C'est-à-dire que tu sais le rendu que tu veux que l'IA te fournisse. Donc en fait, tu tapes un prompt tellement précis que là, on ne peut pas remettre en cause le fait que ça soit un parce que le seul truc qu'il te fait, c'est te faire gagner du temps. Parce que si tu arrives à être suffisamment précis pour lui dire en fait je veux exactement ça, bah prends un crayon quoi. À part que potentiellement ça va te prendre 100 heures, 1000 heures, parce que ça prend un temps fou. Si tu arrives à être suffisamment précis pour savoir exactement ce que tu veux, à moins que tu laisses volontairement part d'accident dans l'IA. Ce qui peut être intéressant aussi, parce que les accidents aussi part de la créativité. Je sais pas ce que tu en penses, Julia. oui, c'est ça, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est super dur d'arriver à faire comprendre à Midjourney, ce qu'on veut et c'est pour ça que parfois je fais 1000, 2000, enfin je génère, 2000 images avant d'arriver à un truc parce que, bah, c'est juste que mon prompt, il est pas assez précis, il est pas assez cohérent, même si j'utilise des mots qui, à mon sens, sont logiques. Mais pour, la machine, elle bah, ça ne l'est pas et parce que la machine, elle a des codes, en particulier et du coup, pour savoir ces codes-là, c'est super dur et mais du coup, dans ce processus-là, où je génère beaucoup, beaucoup d'images, ben, du coup, il y a forcément des comme tu dis, des accidents où il me fait des trucs qui, mais correspondent pas du tout à ce que j'avais imaginé et au final, je me dis: «Ah bah, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qu'on peut creuser, on peut faire des variations là-dessus, on peut remélanger derrière» et souvent, je mélange ce que l'IA me fait et du coup, ça me fait encore un autre truc que j'avais pas forcément imaginé de base et ça va forcément orienter mon travail, vers, quelque chose de différent et pour autant, qui reste, intéressant et parfois même, plus intéressant que ce que j'avais imaginé moi, de base, quoi. On peut sauter la troisième question dans le sens où c'était qui utilise déjà l'IA pour son travail de tatoueur de près ou de loin. Je crois qu'on a à peu près tous déjà répondu à travers les deux premières questions. Passons à la dernière. Après, bien sûr, si vous avez envie d'intervenir et de poser une autre question après, vous avez le droit, hein. La pratique du tatouage est-elle morale? Si oui ou si non, l'IA ira-t-elle dans son sens? Alors, excuse-moi, Olivier, je n'ai pas compris la question. Alors, est-ce qu'il y a une morale dans le fait de faire du tatouage? Éthique, c'est bien, c'est pas bien. Et est-ce que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, euh, est-ce que ça va exacerber ce qui est bon et exacerber ce qui est mauvais dans le monde du tatouage? C'est très très intéressant comme question. Mais Je alors, n'ai pas la réponse, moi, hein, donc moi j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que tu poses cette question? Est-ce que c'est important pour toi que le tatouage, ça soit moral? ben, quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu te poses la question de ta légitimité à exercer ce que tu exerces. Une fois que tu as répondu à ça, tu te questionnes sur même pas toi ta légitimité à faire ce métier, mais tu poses la question sur la légitimité de ta profession au sein de la société. Et quand il y a de nouveaux outils qui interviennent, tu te dis est-ce que ça va rendre
mon domaine plus vertueux ou encore pire? Est-ce que ça va l'invalider ou au contraire ça va le rendre plus respectable? Ça, c'est parce que tu dessines sur les visages des gens, Olivier. Je l'ai fait qu'une fois. Mais je suis allé franco, mais... Bon, bref, ce n'est pas du tout la question. Si je peux rebondir, je pense que la question de savoir si il faut tatouer et la question est-ce qu'il faut se faire des tatous, c'est une question extrêmement large que, avec laquelle on est familière, puisqu'il y a évidemment beaucoup d'opposition encore aujourd'hui au fait de se faire tatouer dans notre société occidentale contemporaine, même si les choses évoluent bien sûr. Par contre, il y a des questions très concrètes qui se posent sur l'éthique de l'IA, notamment dans le domaine de l'art. Alors, je vais pas répondre exactement à la question que tu poses, Olivier, mais je trouve intéressant de... Je sais pas si vous avez vu récemment, ces derniers mois, il y a tout un mouvement qui s'appelle No AI, avec, vous savez, le petit logo rouge barré avec AI à l'intérieur. Parce que notamment dans le domaine des illustrateurs, mais pas que, hein, aussi dans le domaine de la musique, l'IA permet d'imiter le style. Alors on a vu par exemple le style Ghibli par exemple, récemment, ça se passe aussi en musique, ou alors les voice actors par exemple, qui voient leur voix finalement copiée par une IA, ce qui permet d'arrêter de les employer pour créer du contenu à moindre coût et avec une qualité similaire. Il y avait eu un scandale, notamment récemment, parce que certaines entreprises avaient utilisé en fait des bases de données sur lesquelles les artistes mettaient leur travail professionnel. Je crois que c'était DeviantArt, sans autorisation. En fait, ils avaient nourri l'IA avec ces bases de données sans autorisation pour pouvoir en ressortir des styles propres à certains artistes et donc générer des contenus en fait sans donner une commission à l'artiste. Évidemment, quand on commande une illustration à un artiste, c'est tout de suite plusieurs centaines d'euros, et une IA, c'est quelques centimes. Donc évidemment que ça pose un gros problème éthique, qu'est-ce qu'on peut, avec quoi on peut nourrir une IA en fait, sachant que on est dans un moment où il n'y a pas encore de régulation. Donc au niveau légal, c'est très facile de passer entre les mailles du filet, parce qu'il n'y a pas encore de mailles du filet en fait, tout simplement. Et une des choses qui est délicate, c'est que c'est pas du plagiat, donc ça tombe pas sous le coup de la législation qui punit le plagiat, puisque les images qui sont générées ne sont pas des copies, ce sont des images originales, simplement qui copient non pas un contenu mais un style. Voilà, je n'ai pas répondu à ta question, Olivier, mais je pense que pour le coup, l'utilisation éthique ou non de l'IA se pose dans ce cadre-là. Je sais pas si les autres ont un avis sur cette question. C'est intéressant. Je pense que ça va venir, hein, le fait qu'on reconnaisse un style, mais ça voudra dire qu'il faudra valider la notion de concept et protéger les concepts artistiques. Je pense que ça peut être pas mal. Mais la propriété artistique dans l'IA, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Oui, mais est-ce qu'une image qui est générée par Dali, par exemple, dans le style de Miyazaki, disons, est-ce que c'est Miyazaki qui en détient le copyright, sachant que Oui. c'est pas son image en fait? C'est ça tout le problème. Non, je pense que tu l'as dit dans ta phrase. Quand c'est dans le style de, ben montre ton prompt, tu vois. Moi, je pense Tu que... veux dire qu'on pourrait payer des mots-clés? Ah, ça serait intéressant, ça. Tu mets dans le style de Miyazaki, ben ok, redevance. On l'avait vu avec Olivier, j'ai fait une vidéo justement il n'y a pas longtemps où je parlais de... C'est rigolo. Dans ma vidéo,
j'ai vraiment pas eu l'impression que je disais l'IA, c'est genre, au contraire, je disais que j'avais pas vraiment d'avis sur le sujet, mais que je devais en donner un. Je disais que ce qui pour moi était peut-être le plus important, c'était l'honnêteté envers nos clients. C'est-à-dire que quel que soit le médium que tu utilises, que ce soit de la musique, parce que moi j'ai très très envie, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui passe sur Insta ou sur TikTok de Dark Fantasy là, qui dure 10 secondes ou 20 secondes. Moi je veux voir un film comme ça, même si c'est fait par IA, juste pour le plaisir. Alors après, ça ne voudra pas dire que ça sera un chef-d'œuvre, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais je veux que ça soit honnête. Je veux juste savoir d'où ça vient. Si quelque chose a été fait, et ça m'est déjà arrivé d'avoir, et j'avais envie d'avoir un château un peu dans le style de. Tu Encore peux refaire ta phrase une fois, s'il te plaît? tout le monde là, mais c'est pareil pour toi? Ou il y a qu'Olivier qui m'entend pas? Non, j'ai eu des petites coupures aussi. Ouais, pareil. Putain, je vais arrêter de parler en fait. Oh non. Non, non. Et j'avais eu besoin de faire un et dans le style de Tim Burton justement. Et je voulais des références qui étaient un peu intéressantes parce que bon bref, Henry Selick, etc. Et c'était intéressant. Ce que Midjourney m'a sorti, c'était intéressant. Je dis là, j'ai pondu un truc, je t'ai fait un qui a été sorti, mais ça a été sorti par IA. Et j'ai pas de honte à ça, mais je pense qu'il faut que ça soit dit. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Je pense notamment que c'est plus facile pour des personnes comme nous d'assumer d'utiliser l'IA, dans le sens où on a déjà des pratiques et des styles qui sont un petit peu installés, là où une personne qui déjà va peut-être cacher ses références parce que n'a pas encore trouvé sa voie, aura une certaine timidité, voire honte à dire qu'il a utilisé l'IA. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas en train de construire notre légitimité pour travailler comme on le fait. Là où d'autres personnes sont déjà en compétition pour essayer de se faire connaître, reconnaître. Mais Donc oui, on est honnête, on est légitime. on est honnête quand on est légitime. C'est pas ce que j'ai dit, mais, Non, non, mais je peux comprendre que la nouvelle, les nouveaux arrivants dans le monde du tatouage, à qui bah, ils vont se dire, moi on me fait pas de place, on fait pas de cadeaux. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui fassent le choix de mentir, se taire en attendant. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Je n'encourage pas à le faire, mais je sais que ça va arriver. Parce que forcément, gain de temps et fake it until you make it, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. Julia, toi, par contre, j'aimerais bien t'entendre aussi sur cette question, à savoir, ouais, est-ce que la pratique du tatouage va devenir plus ou moins morale grâce à l'IA? Euh, c'est compliqué comme question. Mais bah, en fait, oui, je pense qu'il faut être honnête et ça, c'est super important parce que si on ment et qu'on commence à aller vers quelque chose qui est un peu immoral, je pense que justement, ça peut amener le tatou à être ben, pas mal vu, c'est pas le terme que je cherche, mais du coup, ça peut amener l'IA dans le tatou à justement être mal vu. Et, et déjà, je trouve que l'IA, elle est un peu mal vue de manière générale en ce moment là dans le tatouage, je trouve. Et, euh, et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici parce que c'est bien d'en parler. Et je sais que personnellement, j'ai toujours été transparente vis-à-vis de ça parce que ben, vu que je retravaille beaucoup ce que me fait l'IA, etc., en fait, bah, ça me pose pas de problème d'en discuter parce que C'est pour ben, ça ça que fait t'es là, partie de hein, mon. d'ailleurs.
Oui, bah, oui, ça fait partie de mon processus de création donc et c'est super bien que je sois ici. Enfin, en tout cas, je suis super contente et honorée d'être là parce que je pense que c'est important d'en parler pour justement légitimiser ça et pas tomber dans le mensonge de certains tatoueurs qui l'utiliseraient, qui ne retravailleraient pas derrière et du coup, ben, mettrait l'IA dans la case faut surtout pas utiliser l'IA et c'est pas bien. Je pense que c'est moral, d'après moi, quand l'artiste il retravaille derrière, quand il réinterprète, quand il y a vraiment un cheminement de création et cetera. Après, ben, l'IA, malheureusement, ça va enfin, je pense dans quelques années, ça va vraiment se développer et oui, ça va tuer des métiers, l'illustration, tout ça, on en parlait tout à l'heure. C'est des métiers où ça va être de plus en plus compliqué et heu et voilà, je pense que dans le tatouage, faut arriver à ne pas trop abuser de l'outil, mais il y aura forcément un moment où les gens vont abuser du truc et du coup vont juste, arriver à trouver les bons prompts et vont prendre un prompt et qui va bien fonctionner et voilà et du coup derrière il y aura pas à retravailler et là du coup, à mon sens, ce sera immoral, quoi. Mais bon après comment on va discerner une personne qui dans quelques années, je parle d'une personne qui a retravaillé son tatouage, d'une personne qui son projet, je veux dire, à une personne qui l'a pas retravaillé? Heu, Là, c'est toute la difficulté de la chose, à mon sens. Ça va être de plus en plus dur de discerner, une personne qui va prendre le temps de bosser vraiment son projet en amont, d'une personne qui, aura juste tapé un prompt et voilà. Mmh. En fait, en ce moment, enfin, pardon, je prends la parole, sauf si quelqu'un avait un truc urgent à dire. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose à laquelle une chose à laquelle j'ai déjà assisté il y a une quinzaine d'années. Euh, Au début enfin non, pas au début, mais il y a eu une phase dans le style, dans la pratique réaliste, dans le tatouage, où bah, ça ne se faisait pas de poster des flashs directement de photos. On attendait d'un tatoueur qu'il présente un dessin d'un portrait pour dire je veux tatouer ça, je veux tatouer ça en réaliste. C'était inconcevable de poster directement une image qui avait été travaillée par ordinateur sans être passée par le papier. Je me rappelle de ça il y a peut-être 10 ou 12 ans, notamment. Il y avait eu une interview de Nico Inco et de Thomas Carly-Jarlier qui étaient les premiers un peu à expliquer et à partager au public que bah, ils n'avaient plus besoin de passer par le papier, qu'il fallait économiser du temps et de l'énergie et le passer sur la peau, et que ben oui, nous tatoueurs, on travaille d'après photo, on peut utiliser des tablettes lumineuses pour bosser par transparence, on peut bosser directement sur une photocopie, et ça n'invalide pas euh, le résultat en fait. Parce que pour beaucoup de clients, il y a une espèce de romantisme, de fantasme, pour reprendre tes mots, Laël, dans le fait d'avoir un tatoueur qui a tout créé de A à Z, qui aurait été capable de faire un portrait en fermant les yeux. Alors oui, oui, c'est possible, mais à quel prix? Et puis quand on le propose, ça demande un temps et une énergie folle que le client n'est soit pas capable d'assumer financièrement, soit pas capable d'assumer en termes de temps et douleur. Il y a une tatoueuse dont j'ai apprécié quelques-unes de ses interventions en convention, c'est Valentina Ryabova, une tatoueuse qui était très forte en réalisme et qui a produit quelques portraits réalistes, couleur, en convention, d'après modèle, directement en freehand avec le stylo pour prendre les proportions. Et très peu de personnes s'est émerveillé de ça parce qu'au résultat, la production n'avait pas gagné en, en technique. En fait, le résultat ne nous subjuguait pas, en fait. Mais par contre, en termes de provenance, De travail. ouais, de travail, et puis
vraiment cette provenance. On est un peu de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure, le mec qui veut faire une nature morte et qui veut poser une pomme, et il a planté son arbre, il a cultivé, il a récupéré sa pomme. Là, elle a pris l'image à la source, elle n'a pas pris une photo du portrait, elle a demandé à la personne de rester assise pendant 6 heures à côté avec l'éclairage fixe, et pour autant, le résultat n'est pas meilleur. Et cette pratique ne s'est pas généralisée et on n'en a pas besoin. Et pour les projets de tatouage des clients, on n'a peut-être pas besoin de passer systématiquement 18 heures sur le projet si effectivement on a travaillé une recette pendant 1000 heures, 2000 heures, mais que derrière, en faisant un prompt de 20 minutes, on arrive au même résultat. Et toute l'énergie, on va pouvoir la mettre dans le fait de réaliser le tatouage. Mais, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. En plus, tu as levé la main, alors. Comme un bon élève. Non, je voulais juste te dire que je crois qu'on est dans... Il y a des réflexes réactionnaires, en fait, dans le milieu dans lequel on est, et dans tous les milieux de toute manière. Il y a un peu ce truc des anciens qui voient des nouveaux outils apparaître et qui se disent non, mais il faut pas les utiliser parce que nous, on bosse comme ça, c'est la bonne manière de faire, et puis vous, c'est trop facile. Moi, j'ai entendu ça par rapport à l'utilisation de la tablette graphique, par exemple. Enfin, voilà, c'est trop facile de dessiner sur un iPad parce que tu as un outil qui te permet d'avoir de la symétrie directement et que avant c'était à la main sur tablette lumineuse, etc. Bon, est-ce que ça veut dire que tu travailles moins ou moins bien avec ce nouvel outil, ou est-ce que ça veut dire que tu travailles tout autant, mais en plus tu as un gain d'efficacité? Je pense que c'est clairement ça, en fait. Donc, il faut pas céder aux réflexes réactionnaires. Les outils sont là pour être utilisés. Ça veut pas dire qu'on tombe dans la paresse. C'est juste une autre manière de travailler. Mais c'est quasiment exactement ce que je voulais dire. Cependant, je me permets de nuancer. Pour moi, ce ne sont pas les anciens qui râlent, demi-anciens. C'est-à-dire que quand tu vois les vrais anciens, encore plus loin, eux, ils voient les nouveaux outils et ils te disent « Oh putain, si j'avais eu ça !» Et des fois, j'y pense, je me dis, tu sais, genre, sur Procreate ou maintenant, il y a des logiciels qui me permettent de faire concrètement une rosace avec 4 ou 2, et je repense à ces anciens dessinateurs qui faisaient tout sur des planches en bois pour faire cathédrale, tu vois. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me fascine toute la journée, quoi. Et je me dis, moi, je fais un trait et il se reproduit 32 fois. Alors, pour le coup, c'est de la flemme aussi, c'est de la paresse, quoi. Et quelque part, je suis quasiment certain que si j'avais accès, tu vois, enfin, ces architectes du XIIIe siècle, si je lui montrais ça, il me dirait pas que je triche. Il me dirait, mais donne. Tu vois, moi, j'en ai marre, là. Truc de poids, là. Tu vois, et il y a plein de trucs comme ça où je pense que parfois, c'est ceux qui n'ont pas encore appris à utiliser là qui ragent, mais d'un autre côté, ceux qui ont plus forcément besoin de l'utiliser. Non, mais c'est trop bien. Enfin, c'est un peu comme, enfin, pour prendre d'autres exemples, ceux qui s'évertuent, ceux qui à 50 ans, s'ils pouvaient, ils feraient comme nous maintenant, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est... Souhaitez-vous approfondir quelque chose d'autre? Parce que c'est la fin. Est-ce que tu as une réflexion sur le côté de ton bureau, Blaise? Alors, en réalité, j'ai pas mal bossé le sujet. J'ai pas mal de papiers où il y a plein de trucs écrits à côté de moi. Mais on a couvert quand même pas mal de sujets. Je voulais peut-être dire que je pense que il y a peut-être, pour résumer, un peu trois positionnements face à l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine artistique ou dans un domaine plus large. Je pense on a trois rapports possibles avec l'IA. Soit un rapport, soit l'idée que l'IA va nous remplacer, comme si c'était finalement un alter ego, un alter ego machinique de l'humain qui fait en fait tout mieux, tout plus vite, et donc on va tous perdre notre travail, on va plus pouvoir être créatif parce que l'IA elle fait mieux que nous.
en un sens, il y a un vrai risque de remplacement, mais c'est un risque qui n'est pas technologique, c'est plutôt un risque politique, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, il faut des régulations pour qu'un certain nombre de personnes ne se fassent pas voler, en fait, tout simplement. Parce que pour le coup, c'est un remplacement qui serait injuste. Dans l'histoire de la technologie, il y a des remplacements, en fait, tout le temps, parce qu'on invente des machines plus performantes. Par exemple, le métier à tisser jacquard, qui a été inventé au 19e siècle, c'est un métier à tisser qui est plus performant que les métiers à tisser précédents parce qu'il était en partie automatisé. Vous savez, avec les petites cartes perforées, un peu comme les pianos dans les westerns, où on met une carte perforée et ça tourne tout seul. Bah voilà, en fait, ce métier à tisser était construit sur ce principe-là et il y avait besoin de moins d'ouvriers pour le manœuvrer. Et du coup, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Mais en un sens, c'est pas le vol d'un travail original qui en fait est censé ne pouvoir être produit que par la personne qui l'a inventé. Donc il peut y avoir une dimension de remplacement dans l'IA. On peut aussi considérer, alors ça c'est la deuxième posture qu'on peut avoir, on peut considérer l'IA comme un simple outil, un peu comme ce qui existe déjà, les pinceaux, les iPads ou autres. Mais même, je suis pas vraiment d'accord sur ce positionnement-là non plus, parce que l'IA, c'est quand même un outil qui est très sophistiqué et qui a une force propositionnelle, comme on disait au début. Et à mon avis, moi personnellement, et c'est aussi de ce que j'ai constaté de mes recherches, c'est comme ça qu'utilisent les artistes, c'est comme ça qu'utilisent l'IA les artistes depuis une dizaine d'années. C'est ni l'envisager comme quelque chose qui va nous remplacer, ni l'envisager comme un simple outil bête et méchant, mais l'envisager comme un collaborateur en fait. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Julia, sur l'idée que l'IA est une force propositionnelle, certes, mais tu perds pas pour autant ta liberté de créer, ton autonomie, parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui fais le tri, c'est toi qui demande de nouveaux prompts, qui sélectionne, etc. Et en fait, l'IA a cet intérêt dans le sens où ça va pouvoir nous apporter des idées qu'on n'aurait pas eues, ou peut-être qu'on aurait mis plus de temps à avoir, tout simplement. Mais c'est quand même l'intentionnalité fondamentale du projet, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux faire. C'est pas l'IA qui l'a, c'est l'humain qui manœuvre l'IA. Il y a la poétesse dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Sasha Stiles, qui parle de l'IA comme son alter ego machinique. Alors l'IA en question, c'est pas ChatGPT, c'est pas quelque chose de grand public, c'est une IA qu'elle a entraînée elle-même avec son propre style. Mais c'est comme si elle s'était créé un double, en fait, un double numérique avec lequel elle travaille dans un processus finalement presque de co-création, on peut dire. Et je pense que c'est... De cadavre, Pardon ? de cadavre exquis. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a l'un qui propose quelque chose et l'autre va proposer quelque chose d'autre. Après, il faut quand même garder en tête que c'est la poétesse qui choisit ce qui va être publié à la fin. Mais je pense que c'est ce rapport-là qu'il faut avoir avec l'IA. C'est comme ça qu'il faut l'envisager pour que ce soit un rapport sain, en fait. Un rapport sain qui reste intéressant et qui nous permet de garder notre créativité. Oui, par exemple, sur ChatGPT, on peut créer ce qu'on appelle des personas, en fait. Et tu vas te créer un dossier dans lequel tu vas donner des consignes, où tu vas lui demander de te parler d'une certaine manière, et où aussi il va enregistrer toutes les discussions que tu avais eues avec. Donc sur ChatGPT, tu peux faire ce genre de choses. Tu peux te créer ton interlocuteur et ton avatar. Et je crois même que Instagram a créé une fonction comme ça, où on peut se créer une IA en lui donnant une personnalité, un bot où on va discuter avec lui et lui demander d'interagir avec, créer un avatar numérique en fait. Enfin, numérique ou, je sais pas, ouais, un avatar à intelligence artificielle. En tout cas, moi je le vois comme un secrétaire ou un apprenti surqualifié, quoi. Mais non, je suis même pas d'accord avec ça. Je trouve on est un peu effrayé par cette nouvelle perspective. Je vais pas utiliser le mot d'outil parce que apparemment je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu plus qu'un outil, mais c'est pas plus déformant que le fait de pouvoir prendre le réel en photographe. C'est-à-dire que un photographe,
il a un nombre d'accidents potentiels infini qui va se passer devant lui. La belle photo, c'est quand même lui qui... Même si le réel est devant lui. Donc, et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le pire, c'est que ce qu'on appelle intelligence artificielle, on sait, pour l'instant, c'est pas encore vrai. Donc, il mélange plein de trucs. En plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une dégénérescence dans les IA. Ils appellent ça le jaunissement des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'à force de s'auto-alimenter, les images commencent à être de plus en plus jaunes, ce qui est intéressant. Donc il faut apparemment rajouter dans les pas images. Voilà. Mais le côté accidentel, en fait, naître d'autres regards, mais le regard reste de l'artiste, si tant est qu'on en soit. Et je pense que là, j'étais avec 3 artistes. J'ai passé une très très bonne soirée. Voilà. Je vous propose de finir avec une dernière De la actualité. musique. Si vous avez chacun une actualité en ce moment, un endroit où vous allez vous déplacer, un guest, une convention, une performance, une intervention ou un produit qui va sortir, je serais ravi de vous entendre. Julia, une actu à venir peut-être? Là, tout de suite, j'en ai pas. Mais enfin, je fais quelques conventions, mais bon, rien de... Enfin, je Tu fais pense rien quoi? de fou, quoi. Quelle convention? Là, à la fin du mois, je fais la convention de Douvaine, donc c'est proche de la Suisse. Et je vais C'est faire aussi inactu. la convention, ouais, la convention de Belfort aussi fin octobre. Et puis après c'est l'année prochaine, je fais le mondial à Paris. Et voilà, pour l'instant. Tu as tes clients? Alors, Oui, alors oui, sauf pour le mondial, j'ai pas encore fait d'annonce, donc pas encore pour le mondial. Ok. Voilà. T'allais dire une connerie là, elle. ouais. J'allais dire Olivier et moi, on fera pas le mondial, mais Ouais, ok. non, Ouais, mais moi si c'est je bien. l'ai jamais fait, donc ça fait tellement, enfin, Mais ça fait peu de temps que je suis dans le métier, donc c'est un honneur, c'est trop bien. Tu te rends compte l'intitulé de la convention, quoi? Puis c'est un truc qui est hyper ouais, franchement, important dans le tatouage français. j'ai hâte, ouais, j'ai hâte. Je l'avais faite en tant que visiteur quand j'étais plus jeune. Et puis là, Et, c'est la et- dernière en plus, donc c'est oui, en vraiment plus, quoi. donc ouais, c'est quand même un honneur de pouvoir faire partie de plein d'artistes qui seront là-bas sur place, quoi. C'est Hmm. trop cool, donc j'ai hâte. Vas-y, performe, Trop, fais une super pièce. On va trop. essayer. Blaise, une actu à venir? Oui, mais je voudrais parler de deux projets, qui, de deux projets sur lesquels je suis en train de travailler ou de participer en ce moment. Alors le premier, ce serait un podcast tatouage, oui, encore un autre, Stéphane Yaco vient de que fermer, j'ai... donc Oui, tout à fait. c'est le moment. que j'ai envie de créer parce que comme on l'a dit au début, moi ma spécificité en un sens c'est d'avoir été professeur de philosophie pendant 7 ans avant de me lancer dans le tatouage. Et en réalité, la pratique du tatouage pose tout un tas de questions sur voilà, sur des plans théoriques et sur des plans éthiques qui mériteraient d'être traités par la philosophie, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les textes de philosophie dont on peut se ressaisir pour creuser, voilà, aller un petit peu plus loin sur certains questionnements que pose la pratique du tatouage. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de date de sortie parce que pour faire quelque chose de qualité, il faut du temps et ça demande, voilà, j'ai besoin de temps. Et je voulais parler d'un deuxième projet qui n'a pas été initié par moi auquel tu participes aussi, Olivier, si je ne me trompe. C'est une association de tatouage qui va probablement s'appeler Convergence, alors qui vise à créer des événements, non pas de tatouage comme des conventions, mais qui vise à
promouvoir le tatouage en tant qu'art. Et ça c'est intéressant, pas seulement en tant que pratique ou service tel qu'on le connaît, mais en tant qu'art véritable qui pourrait être reconnu par les institutions telles que les musées, les galeries, les lieux culturels et aussi par les institutions politiques. Donc j'attends beaucoup de ce projet dans lequel il y a plein de personnes très intéressantes et très motivées. Et ce n'est pas une convention déguisée. Ça, c'est important. C'est pas Voilà. une énième foire à la saucisse qui fait genre de faire un truc artistique. Non, non, il n'y aura pas de merchandising ou comment dire? Pas l'aspect le plus mercantile ou superficiel, comme pourraient dire d'autres. Voilà. Non, pas du tout. Là, dans le premier événement qui sera organisé, il y aura des expositions, des performances, des conférences, il y aura des gens du milieu académique qui seront invités, je ne vais pas les citer. Et t'arrêtes, hein, parce que c'est dans longtemps ça, hein, c'est dans 1 an, donc tu vas te calmer maintenant. Non, je spoil, j'arrête. Allez, j'arrête d'en parler. Et toi, Laël? Moi, qu'est-ce que j'ai là? Normalement, j'ai quelques guests et quelques conventions aussi. Je vais faire Tu vas faire quoi, pardon? God of Ink. God of Ink. C'est en Allemagne, c'est en Pologne, c'est où? C'est en Allemagne. God of Ink. Oui, c'est un gros truc, ça. Ouais, c'est ça. Et après, je vais certainement retourner guester. T'as sauté, on t'a pas entendu. Tu vas retourner guester où? À sauter à Lausanne. À Lausanne, très bien. Suisse, Miami, j'y vais assez régulièrement. À Miami? Et ouais, Et t'arrives à avoir un visa, t'as un visa professionnel pour aller bosser à Miami? ouais. Ah ouais. Parce que moi je me suis fait arrêter, moi j'ai jamais passé l'aéroport, hein. Moi, j'ai le visa O. Ok. Voilà, c'est un visa pour personnalité, ça s'appelle. Enfin, bref. Incroyable. Voilà. Félicitations. Ouais. Bah, bravo. Bah, je sais pas, genre, je l'ai demandé, et puis après, il te demande, vous avez déjà fait des télés? Tu dis oui, et voilà. Ok, Voilà. très bien. Et je vais certainement faire la convention de Philippe, qui est la plus grande convention du monde. Ça a l'air disproportionné. Ok. Donc t'as dit Voilà, je pense qu'il y a, Philadelphie. ouais, je pense qu'il y a plus de tatoueurs que de gens. C'est n'importe quoi. C'est gigantesque. Si vous avez l'occasion, regardez. C'est fou, c'est gigantesque. Bah, très bien. Moi, Voilà. je continuerai de te suivre sur les réseaux et j'encourage toutes les personnes qui auront écouté ou regardé ça à suivre ces 3 personnes. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec moi, d'avoir partagé vos points de vue et de vous avoir aussi d'avoir osé vous mettre à nu par rapport à ce sujet-là où bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides dans le fait d'assumer, de tester, d'essayer et d'intégrer un peu d'intelligence artificielle. Aussi, moi, bah, la prochaine actu, ça va être grosse actu en tout cas, ça va être la conférence qui parle d'intelligence artificielle dans le cadre de notre pratique, de poser d'autres questions et d'apporter mes réponses donc à la convention du Luxembourg, donc Tattoo Légende. Et bah, pour prolonger l'échange que nous venons d'avoir, je vous invite à me suivre sur Patreon où vous pourrez retrouver un autre échange avec Laël qui a un micro qui ne coupe pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je coupe l'enregistrement. Merci à C'est tous. trop- À bientôt, c'était très Merci chouette. à tous.